Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour ce nouvel épisode de la série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei, une collaboration entre RTI et le podcast The Future of Our Third Places en lien avec le sociologue Antoine Buret. Des restaurants, maisons de thé, marchés de nuit, épiceries de proximité, au temple, cours du soir, karaoké, en passant par le hall de la gare centrale et même par des manifestations dans la rue, les tiers-lieux de Taipei sont innombrables et depuis le début de cette série, nous avons eu beaucoup de plaisir à explorer leurs spécificités. Cette série est vraiment atypique. En général, on n'a pas l'occasion de se pencher sur ce qui se passe dans les restaurants ou au karaoké, par exemple, en tant que journaliste. Les tiers-lieux sont des lieux que nous fréquentons tous les jours, à tel point que cela nous semble banal. Mais quand on y réfléchit, en dehors du domicile et du lieu de travail, c'est là que nous socialisons au quotidien, comme le souligne Antoine Buret dans son livre de référence sur les tiers-lieux paru l'an dernier. Et c'est parfois quand on en est privé qu'on réalise l'importance des tiers-lieux, comme on a pu le constater pendant les confinements décrétés par certains gouvernements en raison du Covid. Lorsque ces lieux ont soudainement été interdits, les gens se sont retrouvés beaucoup plus isolés. À Taipei, il y a encore tant de tiers-lieux auxquels je pense. Alors, comment faire ? J'ai décidé de les classer en 2 catégories, en plein air ou à l'abri des regards. 2 types de sociabilité que nous allons explorer à travers les témoignages de plusieurs Taïwanais. On commence par en plein air avec Thaïlan. Comme elle travaille dans le domaine de la culture, elle fréquente beaucoup les musées et les galeries d'art. Mais il y a aussi de nombreux lieux en plein air où elle va avec ses amis et où elle fait parfois de nouvelles rencontres. Ah, aussi au parc. Ça aussi, je rencontre... on peut discuter avec les gens. Ah oui, 还有爬山. Si on fait... Oui, la randonnée. Oui. Si on fait la randonnée, c'est plus naturel de parler entre les gens vraiment complètement inconnus. Oui, ça, c'est un côté très sympa. Dans les parcs, j'ai souvent remarqué, c'est les gens qui promènent les chiens, par exemple. Ils vont se rencontrer grâce, entre guillemets, à leurs chiens. Oui, tout à fait. Oui, parce que mes filles commencent à intéresser, commencent à rêver à voir les animaux, enfin un chien. Et maintenant, quand on sort, je me rends compte que vraiment les gens, ils se parlent grâce à... Oui. Donc le chien, ça permet de briser la glace. De créer, fondre les frontières. Oui, briser la glace, oui, c'est ça. En fait, oui, j'ai l'impression maintenant, il faut vraiment avoir un point commun pour vraiment briser la glace. On a les enfants, tu vois, dans la rue, en face de l'école, où on aime le chien, c'est comment il faut un côté en commun, où on aime bien la nature, Pashan, pour que ça commence à déclencher une conversation. Sinon, c'est très rare. Je précise que les Taïwanais ramassent beaucoup plus systématiquement les crottes de leurs chiens qu'en France. When nature calls, scoop it up, peut-on lire sur certains panneaux dans les parcs qui mettent aussi parfois à disposition des sachets plastiques à cette fin. On a donc moins besoin qu'à Paris de regarder où l'on marche. Dans les parcs à Taipei, il se passe aussi plein de choses que nous ne connaissons pas en France. Le matin, très tôt, ou le soir, lorsqu'il fait moins chaud, il y a des cours de tai chi chuan ou de danse. Il y a aussi souvent un coin pour les joueurs d'échecs ou les joueurs de jeux de go qui s'installent aussi parfois carrément dans la rue sur des chaises de fortune. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours vu que des hommes d'un certain âge jouer à ces jeux en plein air. Cela ne veut pas dire que les femmes ne jouent pas, mais qu'elles jouent plutôt à l'abri des regards, et on en parlera au prochain épisode. À Taipei, en plus des parcs tels qu'on les entend en France, il y a aussi des parcs culturels et créatifs comme celui de Huashan et celui de Songyan. Il s'agit d'anciennes usines qui ont été rénovées et dont le périmètre a été réaménagé. Ces parcs accueillent des restaurants, des cafés, des cinémas, des librairies, des magasins d'artisanat, des expositions, des salles de conférences, de concerts parfois. Et à Huashan, il y a aussi une vaste pelouse sur laquelle on peut pique-niquer.
En centre-ville, on trouve aussi des jardins partagés, un peu comme les jardins ouvriers, dont le développement a été encouragé par l'ancien maire de la ville, Ko Wen-je. À l'époque, il a permis à des terrains publics inutilisés d'être transformés en potagers si des habitants en faisaient collectivement la demande. Chacun s'occupe alors d'une petite parcelle et en plus de fournir des légumes, cela crée du lien social. Ce sont surtout des personnes âgées qui s'en occupent très tôt le matin. En ce qui concerne les tiers-lieux en plein air à Taipei, on pense aussi bien sûr aux collines environnantes, car Taipei se situe dans une cuvette entourée de montagnes et il est très facile de sortir de la ville en bus pour aller faire une randonnée dans la forêt. Le choix ne manque pas entre Yangmingshan au nord, Maokong au sud-est, connu pour son téléphérique et ses maisons de thé avec vue sur la ville. Et pour les sorties en famille, l'un des endroits les plus appréciés est le quartier de Baishehu, dans les collines au nord-est de Taipei, où l'on peut aller cueillir des fraises dans des fermes en hiver, ce qui plaît beaucoup aux enfants. Mais certains habitants de Taipei, de la classe aisée, s'envolent parfois jusqu'au Japon pour cueillir des fraises. Une distinction sociale oblige. Le jeune Lin Yu-je m'a quant à lui parlé d'un tiers-lieu qu'il apprécie tout particulièrement, le camping. C'est une sortie entre amis, on prend le temps de discuter, de cuisiner ensemble dans un environnement moins urbain. Mais à Taïwan, ces dernières années, le camping est devenu tellement à la mode que c'en est devenu chic. On parle alors de glamping, contraction du mot glamour et de camping. Certains campings proposent des maisonnettes plus originales les unes que les autres, quand ce ne sont pas carrément les campeurs qui déménagent presque leur maison le temps d'un soir ou deux. On peut camper loin, mais aussi tout simplement dans les collines de Taipei. Ce sont les magasins d'accessoires de camping qui se frottent les mains, car pour faire du glamping, il ne suffit pas d'avoir une tente et un matelas gonflable. Non, ça c'est peut-être pour les Français qui ont encore une idée romantique du camping à la bonne franquette. À Taïwan, et j'en ai été témoin, on se déplace souvent aussi avec un canapé gonflable, des guirlandes illuminées, il y a parfois aussi une télévision ou un lecteur de karaoké, le barbecue est un must, et pourquoi pas aussi l'air conditionné ? Tout le confort de la ville dans la nature, le temps d'un soir, le glamping est décidément une pratique ou un tiers-lieu assez singulier. Une autre différence avec la France, c'est qu'à Taipei, les équipements sportifs des écoles en extérieur, par exemple les terrains de baseball ou les pistes d'athlétisme, sont ouverts à tous après l'école. Enfin, c'était avant le Covid. Maintenant, ce n'est plus systématique, d'après Thailand. On la retrouve pour nous parler des tiers-lieux en lien avec le sport. Un autre endroit, je pense que c'est peut-être le gym. Les gens, ils rencontrent les gens inconnus et des fois, on peut vraiment avoir les rencontres là-bas. Et pareil pour les Taipei Arena. Aussi, on peut rentrer. Une fois, je suis rentrée dedans. Il y a beaucoup de gens. Et au coin, il y a les gens qui discutent. Et là-bas, je pense que c'est le lieu de sport. Ah, oui, il y a aussi le centre de sport de chaque arrondissement. Là-bas aussi, il y a beaucoup de possibilités de rencontrer les gens, une dans Zhongxing. Par exemple, celui de Zhongshan, il y a comment une entrée principale et là-bas, il y a un 7-Eleven. Mais du coup, ils sont des tables dehors. Des fois, il y a vraiment les gens un peu différents et ils se discutent et on peut avoir les rencontres. C'est pas un 7-Eleven fermé. Et du coup, les gens ont quand même un point commun, c'est l'amour du sport. Du coup, ils ont peut-être un sujet qui permet de faire une conversation. Oui, je pense que c'est... Ouais, pour le sport aussi, c'est un autre... à part le chien. À part les chiens, ouais. À Taipei, à moins de vivre dans une résidence où il y a un local poubelle, les gens attendent dans la rue le passage des éboueurs pour jeter leurs déchets. Il n'y a pas de grande poubelle où on peut les jeter et que les éboueurs chargent dans leur camion. Le camion poubelle passe à une heure différente de la journée en fonction des quartiers. C'est un moment où l'on peut rencontrer ses voisins, mais étonnamment, ce n'est pas du tout un lieu pour la conversation. Thailand confirme qu'à Taipei, c'est plutôt vu comme un fardeau dont les gens essayent de se débarrasser au plus vite. Ils arrivent souvent à la dernière minute et rentrent tout de suite chez eux. D'ailleurs, j'ai aussi été très étonnée par le peu de contact entre voisins à Taipei, ce qui contraste avec le fait que les Taïwanais sont en général très amicaux.
amicaux oui, mais pas forcément en priorité avec ses voisins. Dans certains quartiers, il y a toutefois des fêtes organisées à certaines occasions. Par exemple, récemment, c'était la fête de la mi-automne. Parfois, ces fêtes traditionnelles sont organisées par le chef de quartier ou par une association de community building. On y voit défiler les politiciens locaux, tous partis confondus, et des agents immobiliers bien sûr. C'est le bon moment pour se faire connaître ou maintenir les contacts en un temps record auprès de beaucoup de monde. Pour la fête de la mi-automne, on se retrouve traditionnellement en famille et l'on mange des gâteaux de lune dont la forme ronde, comme la pleine lune, très lumineuse ce soir-là, fait référence à l'unité familiale. Depuis la fin des années 80, s'est développée une autre tradition ce soir-là, faire des barbecues dans la rue ou sur le toit en invitant la famille et les amis, se réunir dehors sous la lune et partager la nourriture. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette nouvelle habitude, on peut même parler de coutume maintenant, est née d'une publicité pour une sauce barbecue qui incitait à organiser des barbecues en plein air au moment de la fête de la mi-automne. On peut dire que ça a bien pris. Cela m'a fait penser au rôle joué par une célèbre marque de boissons gazeuses sucrées à l'étiquette rouge dans la manière dont l'image du Père Noël a été façonnée, puisqu'il s'agissait plutôt autrefois du Saint-Nicolas bien sûr. Je vous laisserai faire vos propres recherches sur comment il est devenu Santa Claus aux États-Unis pour revenir en Europe dans ses habits rouges. En tout cas, au-delà de la dimension chrétienne, Noël est aussi une occasion de socialiser en France. À Taïwan, en revanche, à part dans certaines familles chrétiennes qui sont minoritaires, Noël se résume à sa dimension commerciale. Comme le souligne Antoine Buret dans son livre sur les tiers-lieux, certaines marques, comme Starbucks, ont parfois mis en avant leur rôle autoproclamé de tiers-lieu, même si cette marque s'en est ensuite éloignée. À Taïwan, comme je vous l'avais indiqué au début de cette série, on peut traduire tiers-lieu par Tisan Kongjian, mais c'est une expression peu connue et dont aucune chaîne de café, par exemple, ne se revendique, même si, bien sûr, dans l'esprit, il y a bien des lieux qui font tout pour être le plus chaleureux possible et faciliter le lien social. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode sur les tiers-lieux à l'abri des regards. Je ne vous en dis pas plus et vous invite à nous rejoindre sur Radio Taïwan International ou sur le podcast The Future of Our Third Places. À bientôt!